Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour cette séquence intitulée Soigner sans dépendre, IA embarquée et autonomie en santé. Des implants cérébraux qui détectent une intention de mouvement et qui transmettent un ordre à un exosquelette pour permettre à un tétraplégique de remarcher. Au milieu des années 90, j'avais une dizaine d'années. Mais honnêtement, je pense que ça aurait pu faire un très bon pitch pour un film de science-fiction. 30 ans plus tard, c'est plus de la science-fiction. Je pense qu'on te l'a déjà faite, celle-là, Guillaume. Mais en tout cas, c'est plus de la science-fiction. Et c'est en partie possible grâce à l'IA. C'est aussi une IA embarquée qui permet à certains patients de ressentir à nouveau le toucher. Et un stimulateur cardiaque, par exemple, de s'adapter seul au rythme de vie de son porteur. Des interfaces homme-machine du CEA aux puces de STMicroelectronics. Je vous propose pendant 45 minutes de nous pencher sur les défis d'une technologie qui se doit avant tout d'être infaillible et peut-être invisible aussi, en essayant de sortir du fantasme post-humain, mais de voir aussi les défis de l'industrialisation et la place, le poids de l'écosystème européen. Et pour parler de tout cela, j'ai avec moi Corinne Boscan. Bienvenue Corinne, merci d'être là. Bonjour. Ce matin. Vous êtes responsable commercial chez STMicroelectronics, un géant des semi-conducteurs. On ne présente pas, c'est pas la peine de le présenter plus que ça. Non, je pense qu'à Grenoble, tout le monde connaît. Merci en tout cas d'être là. Stécie Martin, vous êtes responsable commercial chez Néovision. Alors Néovision, c'est un tout petit peu plus petit qu'ST encore. Peut-être en quelques mots nous présenter Néovision. Vous êtes aussi grenoblois. Alors je crois qu'il y a un problème de micro, il faut juste... Ah, il faut l'allumer, voilà. C'est tout bon. Ah, c'est tout bon, pardon, excusez-nous. Donc oui, en quelques mots, Néovision, donc on est grenoblois et on accompagne les sociétés à l'intégration de l'IA sur mesure, de bout en bout, c'est-à-dire de vraiment ce qu'on peut intégrer chez eux à vraiment l'industrialisation et la maintenance de la solution IA. Merci beaucoup. Et à côté de vous, Guillaume Charvet, CEA Clinatech. Vous faites quoi à Clinatech? À Clinatech, je suis responsable du service de recherche en neurotechnologie et en particulier au sein de Clinatech, en fait, on réalise de la recherche translationnelle permettant de réaliser du développement de dispositifs médicaux et l'amener à la clinique et réaliser des preuves de concept clinique. Et je pense qu'on va en parler largement dans le cadre de cette table ronde. Puisque vous avez la parole, Guillaume, vous pouvez la garder. Je parlais en introduction de cet exosquelette piloté par la pensée. Aujourd'hui, il est donc possible de permettre à des tétraplégiques de marcher ou de remarcher. Concrètement, ça marche comment ? Alors, effectivement, c'est ce qu'on a pu montrer. C'était grâce à une technologie qui a été développée au sein du CEA, une technologie d'interface cerveau-machine. Alors, en quelques mots, et je vais déjà vous expliquer un peu le principe. Alors, j'ai prévu quelques slides pour que ça soit plus vivant pour vous le présenter. Alors qu'est-ce que c'est une interface cerveau-machine? Une interface cerveau-machine est composée de trois grandes parties. La première consiste à enregistrer l'activité électrique cérébrale grâce à un implant particulier qui permet de capter en particulier des intentions de mouvement au niveau du cortex moteur, associer tout ça à des algorithmes permettant de décoder ces intentions de mouvement, donc décoder ces signaux cérébraux et des algorithmes basés en particulier sur des méthodes d'intelligence artificielle. Donc c'est ce que vous voyez ici et bien entendu l'objectif c'est de permettre à des patients en situation de handicap moteur de contrôler grâce à leur activité cérébrale directement des effecteurs, donc des systèmes de suppléance fonctionnelle comme on le disait, un exosquelette, mais ça peut être aussi des stimulateurs appliqués au niveau de la moelle épinière et on a réalisé en particulier des preuves de concept pour ça. Alors la technologie elle-même, ici vous pouvez voir un exemple qui est représenté ici, c'est cet implant-là, ici c'est en vrai, c'est ce dispositif qui est ici, avec donc des électrodes, ces fameuses électrodes que vous voyez ici, il y a 64 électrodes qui sont marquées là, vous les voyez ici sur l'écran derrière, et le principe c'est d'arriver à positionner ces électrodes directement au niveau du cortex moteur. Donc c'est là où en fait l'activité cérébrale correspondant à une intention de mouvement, un patient va par exemple imaginer par exemple bouger une jambe, bouger un bras, c'est là qu'il y a une activité cérébrale spécifique et qu'on doit venir décoder grâce à des algorithmes dédiés.
Voilà, donc ça, c'est cette technologie. On a mis à peu près 7 ans pour la développer. Ça paraît long, mais en fait, c'est assez rapide dans le cycle de développement, puisqu'il faut passer l'ensemble des étapes, que ce soit du développement, le développement de circuits intégrés. Et ça, c'est en particulier grâce aux équipes du CEA qui savent développer des circuits intégrés, développement d'antennes, etc., pour aller jusqu'à la validation réglementaire, ce qui nous a permis en fait de réaliser les essais cliniques et les preuves de concept. Alors peut-être un commentaire et puis Ouais. 2 questions. Un commentaire, je crois que sur le stand du CEA qui est Oui. face à la grande scène, il y a cet exosquelette ou en tout cas Il y est, oui, là, voilà. celui Là que qui a vous voyez celui-là. sur les images, donc vous pouvez aller le voir. Ça c'était pour la petite remarque. La petite question sur l'implant que vous avez montré là, Oui. vous faites un trou dans la boîte crânienne, mais il n'y a aucun élément en contact avec le cerveau, ou en tout cas qui pénètre dans le cerveau, contrairement peut-être à d'autres technologies qui sont développées, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Alors c'est toute la particularité de l'approche qu'on en a choisie, et en particulier à l'époque sur l'impulsion du professeur Ali Moui Benabid, qui est neurochirurgien et qui est très reconnu dans le domaine du développement de dispositifs médicaux implantés. Et effectivement, l'idée c'est d'avoir un implant qui soit positionné à la surface de la dure mère. Alors la dure mère, c'est la petite couche qui vient protéger le cortex. Donc en fait, l'objectif est de venir simplement se poser dessus et de ne pas pénétrer dans le cerveau, on considère une approche semi-invasive, c'est-à-dire qu'une chirurgie est nécessaire, bien entendu, mais on vient simplement remplacer un morceau d'os du crâne, mais on ne pénètre pas dans le cerveau, contrairement effectivement à d'autres technologies qui existent où là on a besoin d'électrodes qui pénètrent dans le cerveau, qui apportent d'autres intérêts, mais qui ont une approche beaucoup plus invasive. Voilà. Et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Clinatech, j'aurais peut-être dû commencer ma question par là, mais Clinatech, dans son mode de fonctionnement et dans les intervenants de cette clinique, il y a le CEA qui est juste à côté, parce que vous êtes basé à Grenoble. Bien sûr, donc il y a le CHU. Le CHU Grenoble-Alpes. Puisque c'est grâce au CHU, comme par exemple vous voyez ici, c'est dans le cadre directement de ce bâtiment unique au sein de Clinatech qu'on a des équipes pluridisciplinaires composées donc d'ingénieurs du CEA, mais également de biologistes pour réaliser l'ensemble des validations précliniques et d'une unité clinique que vous voyez ici, en particulier avec le CHU de Grenoble. Et c'est avec ces équipes du CHU de Grenoble qu'on a réalisé cet essai clinique. C'était en 2019 que ces images ont fait le tour du monde avec ce premier patient qui était capable de contrôler cet exosquelette 4 membres. L'UGA est impliqué aussi. Et bien entendu, l'UGA, et il y a le fonds Clinatech également. Donc Clinatech est une unité quadripartite qui rassemble ces 4 partenaires. Merci beaucoup. Corinne, Guillaume parlait évidemment de circuit intégré. Le rôle de ST là-dedans? Nous, ST, on va être vraiment à la base de toute cette technologie puisqu'on apporte l'élément de base, le silicium, et on l'apporte de plusieurs façons. On va pouvoir l'apporter déjà en apportant un produit qui est tout petit. Donc ça permet d'avoir des produits portables. Et par exemple, ici j'ai amené un petit patch. Quand on vieillit, on a tous à un moment un médecin qui vous met une néphreuse machine pendant 24 heures qui est très désagréable à porter. Ce genre de petit patch, c'est autonome, c'est sur batterie. Ça fait des mesures de CG, donc d'électrocardiogramme, avec des composants qui font 2 mm par 2 mm par exemple. C'est des composants qui vont être aussi très basse consommation. Donc du coup, ça permet d'avoir quelque chose de léger, de portable. Et puis après, sur ces composants, on va pouvoir déporter de l'intelligence artificielle pour rendre le patient autonome, faire en sorte que le patient puisse rester à la maison et aussi avoir un produit qui soit portable et simple d'utilisation. Donc c'est une des possibilités. Donc l'IA embarquée, si j'utilise une IA sur mon téléphone, ça part dans un data center, c'est traité, ça consomme beaucoup et c'est traité, la donnée part, la donnée revient. Là, toute la donnée est traitée en local du edge computing. Toute la donnée est traitée localement parce qu'il y a 2 intérêts à cela. Le premier, c'est d'avoir la mesure médicale dans l'instantanéité. Donc il faut avoir l'information. Et puis le deuxième, c'est de garder l'information locale et d'éviter effectivement des problèmes de consommation, des problèmes peut-être de souveraineté ou de protection des données. On pourra en parler après, mais ça permet d'avoir un patient autonome et une médecine locale qui permet de faire de la prédiction, de la prévention localement. Et alors l'objectif c'est aussi de ne pas le recharger toutes les 10 minutes. Alors on a maintenant tous des montres connectées qu'on ne recharge plus tous les jours, mais là il y a un enjeu encore plus important.
pour la facilité de vie du patient, pour son confort, de Tout à dire fait. tu n'as pas toutes les 2 heures à aller recharger ton... Tout à fait, parce ton que si implant. ça consomme trop, il faut mettre une grosse batterie. Une grosse batterie, c'est lourd. Donc il faut des produits qui soient ultra low power, donc des technologies de silicium très avancées pour être ultra low power, du processing local et de la recharge sans fil qui peut se faire facilement localement aussi. Là, on voit le petit point de recharge sans fil, par exemple. Guillaume, vous disiez que c'est cette année de travail, de recherche de toute une équipe. Hein. En cette année, cette évolution-là, finalement, de rapprocher de plus en plus le calcul, voire de le faire à l'intérieur, et la question d'autonomie, vous l'avez vu, évoluer, et 2, ça vous a ouvert de nouveaux champs, de nouvelles possibilités? Alors effectivement, l'un des enjeux principaux, c'est qu'aujourd'hui, on avait fait cette démonstration, mais l'un des enjeux principaux, c'est d'amener cette technologie pour qu'elle puisse être utilisée par les patients au quotidien. Alors vous avez compris qu'avec cet exosquelette, on en est encore un peu loin. Alors on a avancé depuis, on a en particulier travaillé et collaboré avec d'autres équipes pour pouvoir permettre par exemple de réaliser des interfaces cerveau moelle épinière. Alors c'est par exemple ce que vous allez voir ici dans la prochaine vidéo qui va apparaître. Voilà, donc c'est ce patient, c'est un patient par exemple paraplégique ici, qui est capable aujourd'hui de remarcher directement par une interface cerveau-moelle épinière. Alors en quoi elle consiste? Elle consiste à utiliser la technologie WIMAGINE que je vous ai présentée tout à l'heure, donc avec cet implant qui capte l'activité cérébrale, associé cette fois-ci à un stimulateur qui est placé directement au niveau de la moelle épinière. Donc l'objectif est de réaliser un pont digital entre le cerveau et la moelle épinière et permettant par exemple à ce patient-là d'utiliser ce système. Et aujourd'hui, ce patient utilise son système au quotidien. Grâce à un particulier, vous voyez ici, il y a un ordinateur qui vient décoder et qui est embarqué directement dans ce déambulateur. Donc en fait, l'objectif est d'arriver à avoir des systèmes qui soient le plus autonomes, le plus portable possible et qui soient autonomes d'un point de vue usage, mais également d'un point de vue énergétique. Et donc l'IA embarquée est un des prochains enjeux qu'on veut adresser pour que derrière on arrive à des systèmes comme on peut voir ici sur cette représentation qui va arriver après, voilà, les représentations 3D, à des systèmes qui soient beaucoup plus simples d'utilisation, portables et grâce au développement de circuits intégrés embarquant directement les algorithmes de décodage des signaux cérébraux directement dans une simple puce électronique. On verra peut-être après où vous en êtes, et aujourd'hui vous avez engagé le transfert de la techno, mais peut-être Stécie, comment avec Néovision vous accompagnez les entreprises finalement pour que cette IA qui marche en labo, l'objectif c'est qu'on ne reste pas sur des chercheurs qui trouvent et que ça reste dans les labos, c'est que ça soit industrialisé et que ça marche non pas pour un mais pour 10 000 patients. Comment vous travaillez vous? Alors du coup, effectivement, il y a un vrai enjeu là-dessus. Souvent, on peut penser que la problématique va venir du fait que de l'algorithme. Et en fait, souvent, pas à 100% des cas, mais souvent ça vient du système vraiment qu'il y a autour. Parce qu'en fait, quand on est sur une version en labo, on a déjà un périmètre qui est restreint au niveau du cas d'usage. Donc du coup, on va avoir des données souvent qui vont être un peu moins représentatives de ce qu'on va retrouver dans la réalité terrain. On va avoir des données qui vont être plutôt propres, plutôt bien labellisées, donc plutôt bien annotées pour entraîner du coup notre modèle. Et en fait, finalement, dans la vie réelle, en réalité terrain, c'est pas du tout ce qu'on a. Notamment sur l'aspect santé, on va avoir de la donnée qui peut être bruitée, on peut avoir de la donnée qui viennent de différents processus, différentes machines différentes, enfin vraiment très hétérogène au niveau aussi du patient par exemple, s'il y a une notion de patient. Donc en fait, c'est très difficile finalement de regarder les mêmes performances. Donc l'objectif, c'est de monter en maturité progressivement. Donc nous, c'est ce qu'on préconise à nos clients quand on les accompagne là-dessus, c'est vraiment qu'ils montent en maturité sur l'échelle TRL, vraiment pour qu'on puisse y aller étape par étape et qu'on soit sûr qu'à la fin, tout soit fonctionnel et qu'on garde les mêmes performances. Que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un algo qui est robuste en fait et qui garde les mêmes performances. Oui, alors j'allais faire une comparaison un peu peut-être hasardeuse, mais avec les voitures électriques qu'on nous annonce aujourd'hui avec des autonomies théoriques, et quand on les utilise, c'est très bien, mais l'autonomie chute. Là, on parle de patients, on parle de santé. L'enjeu est évidemment pas le même. Il faut qu'on passe du labo à la vraie vie sans ce gap-là, que les promesses et les réussites de laboratoire
se réalisent au quotidien. Bien sûr, parce que ça a forcément un impact sur le patient, sur la vie du patient. Il y a tout l'aspect sécuritaire aussi. Il y a l'IACT aujourd'hui qui encadre un petit peu tout ça et c'est assez exigeant, mais en même temps, c'est pertinent de le faire. L'objectif, c'est vraiment d'encadrer et donc sur toute la partie vraiment IA, l'objectif, ça va être de maintenir en conditions opérationnelles finalement les algos, donc toute la partie MLOps, maintenance de l'IA au final, des algorithmes, les mises à jour, suivre les mises à jour, faire toute la documentation autour. Et ça, c'est des choses qui sont ultra importantes, en tout cas sur des projets santé. Il y a plusieurs points que vous évoquez, je voudrais bien vous entendre. Le point sécurité, d'abord, il y a des données quand même qui transfèrent. Comment on sécurise tout ça? Quelles questions ça pose? Et puis Stécie a évoqué aussi le cadre réglementaire. Contraint ou pas, mais en tout cas, contrainte ou pas contrainte, il y a un cadre réglementaire qu'il faut évidemment respecter. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. C'est bien d'avoir un cadre, on ne fait pas n'importe quoi. Parfois, on peut dire aussi ça peut freiner. Ces deux points, la sécurité des données et puis cadre réglementaire, je veux bien vous entendre là-dessus. Alors, par rapport à un exemple concret, la sécurité des données, en particulier dans le domaine des dispositifs médicaux, est très importante. Dispositifs médicaux implantés d'autant plus. Donc il y a des réglementations qui commencent à se mettre en place en Europe. En particulier sur la cybersécurité dans le domaine des dispositifs médicaux. C'est des choses qu'on regarde. La propriété aussi des données personnelles, en particulier les données cérébrales. Au niveau mondial, même au niveau de l'UNESCO, il y a des travaux qui sont faits aujourd'hui dans le domaine des neurotechnologies pour se poser la question de comment gérer les données cérébrales. Ça, c'est aussi des sujets importants. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout traité, bien entendu, puisque dans le domaine des interfaceurs machines démarre aujourd'hui. Il y a eu quelques preuves de concept, comme vous avez pu voir. Aujourd'hui, dans le monde, il y a aussi de gros investissements dans le domaine. Donc effectivement, la réglementation commence à se mettre en place également sur la partie sécurité des données, la cybersécurité. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et aussi s'assurer que, par exemple, les implants soient suffisamment sécurisés pour qu'il n'y ait pas de problématique de hacking, par exemple, des implants. Il y a la privacy, la sécurité des données personnelles, mais il y a aussi le hacking. Là, avec ST, c'est imaginé peut-être dès la conception de la puce. C'est ça exactement. Nous, chez ST, on fournit aussi des solutions pour des systèmes de cartes bancaires. Donc, on fait des microcontrôleurs sécurisés. Donc, on connaît toute cette problématique. Et donc, la notion de privacy by design, c'est quelque chose qu'on implante vraiment dans tous nos développements et qui infuse dans tous nos développements. Donc, même, j'ai envie de dire, un basique microcontrôleur qu'on mettrait dans un implant, il va avoir des notions de sécurité et on va respecter toutes les normes de sécurité ainsi et pouvoir avoir un certain niveau qui permet d'éviter les hackings. Alors, on n'est pas au niveau de la sécurité de la carte bancaire, parce que là, ça serait vraiment très compliqué, mais on a vraiment cette notion de privacy by design et on va être compatible avec, si on parle de communication radio avec les normes RED, si on parle de cybersécurité avec la prochaine norme CRA, Cyber Resilience Act, qui entre en vigueur l'année prochaine. Donc, toutes ces choses-là sont implantées dès le début des développements de nos produits. Donc, tous nos microcontrôleurs sont très sécurisés pour encrypter, protéger ou garder localement les données. Pour les non-spécialistes des puces et du développement des puces, il y en a peut-être, intégrer ces notions de sécurité et de vie privée dès le départ, au final, ça donne quoi? Ça donne des puces qui consomment moins, ça donne des puces qui sont plus sécures. Quel est l'avantage finalement d'intégrer ça dès le design? Alors elles ne vont pas forcément consommer moins, parce que si on dit sécuriser, on va dire encrypter, on va dire faire un petit peu plus de choses. Par contre, l'avantage c'est que vos données personnelles, et c'est ce qu'il y a de plus précieux dans le médical finalement, c'est quand même nos données de santé, nos données individuelles et personnelles, ces données vont être totalement inatteignables, même par un hacker qui arriverait à lire, il rentrerait sur l'implant, il irait lire les données, il ne pourrait pas les décoder parce qu'elles sont totalement encryptées. Et donc chez ST, on travaille avec des procédures d'encryption de plus en plus avancées, on regarde les nouvelles technologies. Le post-quantum, on va y arriver aussi. Donc tout ça, c'est vraiment inclus dans nos microcontrôleurs. Et on est ce qu'on appelle, on a un niveau de certification CESIP, donc c'est des niveaux de certification. On va jusqu'au niveau 3 sur tous nos microcontrôleurs, par exemple. Après, un produit de sécurité, on peut avoir après des produits encore plus sécurisés, une sorte de coffre-fort électronique dans lesquels on va stocker les données spécifiques, vraiment les données clés qu'on ne veut vraiment pas voir sortir des produits.
Sur la réglementation, alors hier j'étais sur la grande scène avec le psychiatre Serge Tisseron et on parlait des dangers de l'IA. Et il posait cette question, il n'a pas donné de réponse, mais il disait aujourd'hui le problème c'est que on entraîne les modèles de LLM avec la donnée qui est disponible. On a en Europe le RGPD, le règlement de protection des données, ce qui fait que les modèles sont entraînés pas avec des données européennes, mais notamment avec des données américaines. Ce cadre réglementaire-là, pour vous, c'est un frein. Est-ce que vous êtes bloqué peut-être pour développer des modèles parce que vous n'avez pas assez de données ou en 7 ans, et avec Néovision, vous êtes un peu... Quoi non, je ne sais pas si vous avez plus de 7 ans ou pas. 11 ans, un tout petit peu plus vieux. Mais est-ce que finalement, ce cadre réglementaire est devenu aujourd'hui votre terrain de jeu et vous apprenez à faire avec et vous apprenez, allez, j'allais dire, à vous battre avec les autres acteurs en Asie ou aux États-Unis avec ces règles-là et vous y arrivez? Je vous entendrai tous les deux de toute façon. Alors, moi, je vais répondre, mais de manière un peu différente. C'est dans le sens où, dans notre cas, on va créer, parce que quand on va créer des modèles, et on parle de modèles d'IA, les modèles servent à décoder les intentions cérébrales qui sont dépendantes et différentes selon chaque patient. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que pour créer nos modèles d'IA, on utilise les données de chaque patient séparément. Et même la particularité des algorithmes qu'on développe, c'est qu'on va créer, donc, dans la création de modèles, on doit créer des modèles avec des entraînements, on appelle ça supervisés. Et sa particularité des algorithmes qu'on a développés, c'est qu'on peut créer des modèles avec très peu de données. Parce que qui dit de données, qui dit temps pour le patient. Donc l'objectif, c'est d'avoir la possibilité des modèles qui soient robustes, fiables, utilisables sur une longue durée et avec très peu de données. Donc par exemple, sur les résultats que je vous ai présentés ici, avec ce patient qui est capable de contrôler directement le mouvement de ses pas par son activité cérébrale, il faut à peine 5 minutes de données. Donc 5 minutes d'entraînement de modèle supervisé pour avoir un modèle qui soit suffisamment fiable pour que le patient puisse l'utiliser pendant plusieurs mois. Et ça, c'est la particularité des algorithmes. On a plus de 25 brevets sur ces algorithmes spécifiques. Pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'en fait, l'objectif, c'est qu'on puisse utiliser de manière simple le dispositif, que les patients puissent utiliser chez eux et que ce ne soit pas trop long pour eux de pouvoir forcément passer du temps à créer des modèles. Et c'est ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on a pu montrer. Et si je vous donnerai la parole, mais ce 5 minutes-là, oui. Moi, ça me semble juste hallucinant. Si je discute avec Mistral, je dis pas qu'il faut beaucoup de temps, mais plus je le discute avec lui, plus je suis fin dans mes questions, dans mes réponses, dans mon prompt, plus j'ai le sentiment, en tout cas, que la réponse est correcte. 5 minutes, il se met dans sa cuisine pendant 5 minutes et l'algo le fait marcher tout de suite après. Alors exactement, ça veut dire que là, en fait, ce qui s'est passé par exemple pour ici, c'est que même le lendemain de la chirurgie, où il y a eu donc l'implantation des dispositifs, on a pu créer un modèle et effectivement en quelques minutes, c'était 5 minutes, le patient a pu déjà contrôler par exemple un avatar sur un écran d'ordinateur et après quelques semaines on a pu connecter les deux systèmes. Mais en fait ça veut dire la capacité de nos algorithmes, c'est d'arriver à permettre de créer des modèles avec très peu de données. Après ces modèles-là, on peut les affiner, l'activité cérébrale elle évolue. Ça, c'est aussi important. Donc, en fait, on a aussi des algorithmes qui permettent de mettre à jour les modèles de manière automatique pour s'adapter à l'évolution de la plasticité cérébrale. On appelle ça, il y a un phénomène de neuroplasticité qui se fait. C'est que, comme pour tout le monde, l'activité cérébrale évolue dans le temps. Et là, on a des méthodes aujourd'hui, on travaille dessus pour que ces algorithmes aussi, ils se mettent à jour de manière automatique. Donc, on appelle les algorithmes auto-adaptatifs. Et ça, c'est aussi un des enjeux. C'est des modèles qui s'adaptent tout seuls en fonction, bien entendu, des données qu'ils récoltent dans le temps. Il s'auto-adapte. Oui. Le patient, lui, il a des muscles qui ne fonctionnaient plus depuis quelques années, quelques mois. Il y a déjà des retours pour dire finalement le fait de à nouveau les stimuler, ça a un effet sur ses muscles. Et donc là, il faut que l'IA se réadapte finalement au fait que le patient il est plus mobile qu'avant. Alors, c'est une bonne question. L'entraînement est important. C'est-à-dire qu'effectivement, un patient paraplégique qui n'a pas remarché pendant des années, il faut un réentraînement musculaire. Donc déjà, effectivement, le fait qu'il marche tous les jours, ça permet de renforcer le mouvement des muscles. Ça, c'est le premier point. Mais le plus important, et c'est ce qu'on a pu observer, et qui a été publié d'ailleurs dans la revue Nature en 2023, c'est qu'on a observé un effet de récupération donc au niveau de la moelle épinière qui fait que le patient, en fait, entre le début
des entraînements qu'il a réalisés avec le système donc, du pont digital entre donc, le cerveau à la moelle épinière et les 6 mois d'entraînement intensif qu'il a pu avoir, il a récupéré sur le mouvement de ses jambes. Et aujourd'hui, même dans ses scores, alors c'est les scores cliniques, score ASIA, il a gagné 1 point, donc ce qui est assez énorme, ce qui aujourd'hui, par exemple, peut remarcher et bouger ses jambes sans même utiliser le système. Donc ça, c'est un point important. On a vu que c'était le principe de synchroniser l'activité cérébrale au mouvement pouvait apporter un effet de récupération chez ce patient-là. Merci. Je reviens un peu en arrière, Stécie, mais sur cet aspect réglementaire-là, pareil, quand on discute avec des startups qui sont là, notamment chez Medicalps, elles nous disent en France, il y a un cadre, et en Europe, pour avoir un marquage chez eux, ça peut être un peu long. Aux États-Unis, il y a beaucoup de contrôles aussi, mais ils ont un système de fast-track là, qui permet d'aller un peu plus vite. Est-ce que ce cadre réglementaire nous freine un peu, ou en tout cas met un peu plus de temps à certaines de nos startups pour faire émerger des projets ? Oui, totalement. Je pense qu'il y a de ça. Il y a aussi l'aspect de quand on veut développer une solution l'IA en santé, il faut avoir de la donnée. En amont, on a aujourd'hui des structures qui centralisent un petit peu de données, mais c'est pareil, c'est très coûteux pour aller chercher cette donnée, pour pouvoir entraîner notre modèle. On avait la question tout à l'heure de l'aspect, est-ce qu'il y a des contraintes? Il y a aussi, aujourd'hui, tout l'IA est vraiment assez open source, donc si on veut aller développer quelque chose, on peut facilement aller chercher un modèle qui répond bien aux besoins, et derrière le fine-tuner, donc le customiser pour qu'il soit pertinent sur notre cas d'usage. Et en fait, même ce modèle-là, déjà, on a des biais dedans, parce qu'il peut avoir des populations qui sont sous-représentées, on peut avoir des contextes qui sont sous-représentés, et donc il faut faire attention. Mais effectivement, on a ces aspects-là où finalement tout ce qui est autour, en tout cas réglementation, peut être très complexe à mettre en place, et il faut être bien accompagné, il faut bien encadrer toutes les choses, parce que c'est pareil, dans le système, enfin le DM, quand on va le développer, il va vivre, et donc du coup, toutes les évolutions et les modifications en termes algorithmiques, etc., ça aura forcément un impact au niveau réglementaire. Donc sur la documentation, sur tous ces aspects, et puis sur les marquages, etc. Je le disais en introduction, peut-être je souhaitais qu'on fasse aussi un point sur l'écosystème européen, où on en est aujourd'hui, quelles sont les forces, les faiblesses. Peut-être Corinne, la stratégie, j'allais dire, alors je ne sais pas s'il faut dire pour rester dans la course, on demandera peut-être à Guillaume si on l'est toujours après, mais pour rester dans la course. En fait, côté ST, nous, on va essayer de proposer des solutions qui sont utilisables sur plusieurs systèmes et plusieurs applications. Donc, on va proposer des solutions de microcontrôleurs, de capteurs qui vont adresser à la fois des marchés très spécifiques du médical dont on discute ici, voire très avancés avec des collaborations pour faire des co-développements, notamment au niveau des logiciels. Mais à la base, ça va être un silicium qui va pouvoir être retrouvé aussi dans des produits plus de bien-être ou de contrôle, on va dire plus wellness que médical, et sur lequel on va avoir le même niveau d'exigence quasiment en termes de résultats. Donc on arrive par cela à avoir des puces qui sont relativement grand public, qui sont petites, qui sont pas chères et qui sont donc utilisables aussi et déployable par des systèmes de recherche médicale et pour des produits médicaux. À charge à eux de certifier tout ça, bien sûr. Nous, on reste au niveau bas, au niveau du silicium. Alors, si vous pouvez nous le dire, mais vous êtes présent en tout cas quasiment sur tous les continents, je pense, en tout cas en Europe, en Asie, aux États-Unis. On est dans la course, là encore, nous, les acteurs européens? Oui, on est quand même au niveau de la recherche scientifique, il n'y a aucun doute. Le niveau d'exigence et d'avancée scientifique est vraiment excellent. On voit avec cette démonstration qui est bluffante, je trouve. Et au niveau des développements silicium, ST est totalement dans la course. Si on regarde par exemple les capteurs MEMS, donc ces capteurs micromécaniques, c'est quand même des technologies uniques qui sont développées par très peu d'acteurs. Exactement, on vient de racheter une partie des capteurs MEMS de NXP, effectivement. Et donc ça va encore renforcer nos ressources avec encore plus de personnes pour développer ces technologies qui sont vraiment uniques. Donc là on est des vrais leaders. Maintenant, on peut parler des financements après, mais c'est plus pour l'écosystème et le financement des écosystèmes où ça peut être un peu difficile peut-être. Et on parlait d'éthique tout à l'heure avec Guillaume et Stécie, je ne vous ai pas sollicité, mais l'éthique pour vous, c'est cette éthique européenne d'être peut-être un peu plus attentif que dans d'autres pays. Pour vous, c'est un frein ou pas là?
Alors, un autre niveau, ce n'est pas un frein, mais c'est vrai que quand il parlait d'entraînement des modèles, oui, effectivement, l'accessibilité des données, ça peut être, ça peut être gênant dans certains cas. Mais pour nous, au niveau du développement du silicium, ce n'est pas du tout un frein. On est vraiment dans le respect des normes européennes. Et je dirais qu'on s'appuie même sur des collaborations autour des souverainetés technologiques. Donc on suit le Chip Act, bien sûr, et on fait aussi des collaborations autour des développements pour avoir plus de souveraineté, donc avec les hôpitaux, avec des medtech. Donc on est vraiment dans cette approche-là. Et après, ils sont néerlandais, hein, pas américains, donc ça conforte l'écosystème européen. Oui, ils sont néerlandais avec des capitaux américains. Aussi. Guillaume, quand vous vous êtes lancé il y a 7 ans du coup, un peu plus, on était leader sur le sujet, on ne l'était pas, on l'est devenu, on l'est encore aujourd'hui, si on fait un état des lieux avant et aujourd'hui. Si on fait un petit historique, alors 7 ans c'était le temps de développement, en fait ça fait plus de 15 ans en fait, hein, puisqu'il y a eu 7 ans de développement, et là ça fait plus de 8 ans qu'on est en essai clinique et qu'il y a des patients qui sont implantés. Donc on a déjà un recul de plus de 8 ans sur l'utilisation des interfaces cerveau-machine, ce qui est exceptionnel dans le sens où on a été les premiers au monde à avoir un dispositif implanté avec autant d'électrodes sur des patients, comme vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est important. C'est en Europe qu'on a fait ça. C'est en Europe qu'on a développé des interfaces cerveau-machine implantées. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont accéléré clairement le pas, en particulier depuis 2018, où Elon Musk, en créant Neuralink, a investi plus de 300 millions pour développer un système d'implants. Alors un implant utilisant des électrodes avec une technologie un peu différente, des électrodes intracérébrales, intracorticales même plus précisément. Et donc, du coup, avec des investissements majeurs, il y a d'autres sociétés qui ont emboîté le pas sur ces investissements de la société Neuralink. Neuralink a d'ailleurs levé très récemment à peu près 600 millions dans le domaine. Il y a également plusieurs gros acteurs qui ont levé chacun 200 millions pour BlackRock Neurotech, Precision Neuroscience, pareil, à peu près 200 millions. Donc il y a Paradromix également, donc avec beaucoup d'acteurs américains qui ont levé. Donc il y a plusieurs milliards d'investis aux États-Unis. En ce moment, en Chine, il y a énormément aussi d'investissements qui sont faits. Le domaine des interfaces machines devient une priorité en Chine, avec en particulier à Shanghai un certain nombre d'acteurs importants comme SterMed qui sont en train de monter en puissance. Il y a 3 ans, ils étaient loin derrière. Aujourd'hui, quand on regarde les technologies développées, ils ont rattrapé le retard. Sauf qu'en Europe, nous... Oui, parce que les millions et les milliards presque. Les milliards, là on parle de milliards. Ouais. C'est pas juste pour afficher j'ai levé 1 milliard, c'est pour embaucher des chercheurs, payer des chercheurs à trouver. Il y a des centaines de chercheurs, en particulier en Chine, qui ont été positionnés sur ces projets-là. Pareil aux États-Unis, avec des milliards investis. Et en Europe, on voit bien que même si on était précurseur sur le développement de ces technologies, aujourd'hui, on attend toujours les milliards, on ne les a pas. Il y a très peu d'investissements dessus, pas beaucoup de boîtes et de sociétés qui peuvent commercialiser ça. Je demandais tout à l'heure à Corinne si on était dans la course, mais ce manque d'investissement, ce sous-investissement ou ce surinvestissement ailleurs peut-être, ça nous place en 3e position ou l'avance que vous aviez nous permet encore d'être dans la course Alors aujourd'hui, on peut considérer qu'on est toujours dans la course. On est les seuls, par exemple, à faire cette démonstration d'interface cerveau-moelle épinière. Même Neuralink, aujourd'hui, avec leur système, ils permettent de faire des démonstrations de contrôle, par exemple, d'un curseur sur un écran d'ordinateur pour permettre à des patients d'avoir accès à tout ce qui est environnement de communication sur tout ce qui est partie web. Aujourd'hui, on est les seuls à proposer ce type d'application. Mais quand on voit les milliards investis, vous avez besoin d'argent. On se dit qu'on a intérêt justement d'investir maintenant pour toujours être dans la course. Profite aussi de tout l'apport et de toute l'expérience qu'on a, 8 ans en clinique. Donc c'est ce qu'on essaye de faire et on espère que l'Europe va se mobiliser sur ce sujet-là. Corinne parlait de collaboration, pardon. Oui, l'enjeu c'est l'industrialisation finalement. C'est vraiment de dépasser le vrai savoir technologique pour en faire des outils industriels, des solutions médicales déployables. Et on peut faire un parallèle avec l'IA générative. On voit que à ce moment-là, les grands chercheurs, ils sont français. Il y a M. Julia qui est passé ici hier, j'ai vu. Voilà. Par contre, les grandes sociétés sont américaines. Mais la collaboration, Corinne l'évoquait tout à l'heure. Alors,
Le Cleanatech est déjà un exemple de collaboration. La collaboration avec d'autres industriels qu'Este, avec des industriels français mais ailleurs en Europe, ça peut être une des clés pour combler un peu ce manque de financement selon vous, Guillaume? Alors bien sûr, on ne travaille pas tout seul. D'ailleurs, on a des collaborations avec Este pour profiter des dernières générations de composants. On parlait tout à l'heure de composants intégrant des aspects des clés sécurité, cybersécurité, etc. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, on a des choses là-dessus. Et également, notre objectif au CEA et en particulier à Cleanatech, c'est de pouvoir faire des preuves de concept, mais ensuite de pouvoir pousser pour que les technologies développées puissent être utilisées par un grand nombre de patients. Et donc, dans ce sens-là, en fait, l'objectif, c'est de transférer ces technologies auprès d'industriels, et en particulier, cette technologie-là a été transférée à la société Onward Medical, qui se trouve en Suisse. Et l'objectif, c'est maintenant de développer un produit qui puisse être mis sur le marché dans le cadre de cette application interface cerveau-moelle épinière. Et bien entendu, on va pouvoir aussi transférer cette technologie ou utiliser cette technologie pour d'autres applications. En particulier, aujourd'hui, on travaille sur tout ce qui est rééducation post-AVC. Et donc là, peut-être, ça va ouvrir un nouveau marché si les résultats d'essais cliniques, qu'on espère démarrer cette année, seront favorables. C'est le continuum qui est la clé finalement. C'est une fois que vous avez prouvé la réussite du modèle, de pouvoir l'industrialiser. L'entreprise suisse avec laquelle vous avez signé un accord de licence. Transfert. Alors, c'est la Suisse. On va considérer que c'est encore l'Europe quand même. Géographiquement, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Entre nous, vous avez été sollicité par des Américains et vous leur avez dit non ou dès le départ, c'était clair que si ça venait ailleurs que d'Europe, c'était un non catégorique? Alors, juste pour dire que le transfert à la société Onward Medical avait du sens, c'est ça qui est le plus important. Quel est le sens qu'il y a derrière? Onward Medical, pour rappel, fabrique et développe l'implant qui vient stimuler au niveau de la moelle épinière. Donc l'association des deux technologies avait parfaitement du sens parce que ça permettait de réaliser l'application que vous voyez ici. Donc c'est pour ça en fait que l'objectif, c'est quand on transfère une licence, c'est s'assurer que la technologie puisse être utilisée et parce que l'humain reste au centre. Voilà, bien sûr. On parle utilisée par les patients et que ça corresponde à une application médicale qui soit concrète. Pour qu'on puisse l'amener aux technologies. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a transféré cette technologie à Onward Medical dans le cadre de cette application. Donc je repose ma question. Si ça avait été un Américain ou un Chinois avec du sens, s'il y avait du sens, c'était pas un non catégorique en tout cas. Je dis pas que c'était un oui, mais c'était pas un non catégorique. C'est des choses qui doivent se regarder. De toute façon, voilà, on sait très bien comment. L'idée, c'est qu'il y ait du sens pour l'application. Et les collaborations, et après je donnerai la parole à Stécie, les collaborations avec les chercheurs américains, chinois dont vous parliez tout à l'heure, il y en a, vous allez en Chine, vous allez aux États-Unis discuter avec ces gens-là? Alors bien entendu, on connaît l'écosystème dans le domaine, ça c'est important, le principe des conférences scientifiques. Bien entendu, on a des liens avec les différentes équipes de recherche dans le domaine des interfaces cerveau-machine. C'est un petit monde, il faut bien, tout le monde se connaît. Les Chinois, on les connaît peu parce qu'ils participent très peu aux conférences scientifiques. Et ce que je disais, c'est qu'ils sont très émergents, mais ils mettent énormément d'investissement aujourd'hui. Donc sûrement, on va les rencontrer dans les conférences scientifiques. Mais aujourd'hui, bien entendu, les équipes américaines, on les rencontre et on les connaît bien. Stécie, vous travaillez, vous collaborez avec différents acteurs. Votre diagnostic sur cette capacité que peut avoir l'Europe à rester dans la course, peut-être plus leader, si j'ai bien compris, mais en tout cas dans la course? Oui, alors l'objectif vraiment ultime, ça serait pour notre souveraineté en tout cas de pouvoir maîtriser la chaîne de bout en bout, c'est-à-dire vraiment de la partie hardware, les modèles et vraiment l'industrialisation de la solution. Aujourd'hui, dans les faits, ce qu'on voit, c'est qu'on est encore vraiment très dépendant des GPU sur Nvidia, de la Chine aussi également. C'est ce qu'on voit nous avec nos clients en tout cas de manière générale. Aujourd'hui, il y a quand même des initiatives qui sont européennes. Je pense notamment à DeepGreen avec sa plateforme open source Edge, où on peut avoir des IA qui sont fiables, adaptables, industrialisables et en Europe notamment. Donc ça, c'est des belles initiatives. Je suis un petit peu aussi d'accord. Effectivement, je pense qu'on est encore à la traîne. Il faut vraiment investir plus massivement. Ça, c'est un point important. Donc voilà, il y a des choses, c'est bien, il y a des initiatives. Malgré tout, il faudrait investir plus. Je ne l'avais pas dit en intro, mais on avait prévu quelques minutes si vous aviez des questions à nos invités, pas à moi. Si vous avez des questions, c'est le moment de les prendre. Il nous reste 6 minutes avant qu'on fasse la conclusion. Si vous avez des questions, je vous emmène un micro. La première est souvent la plus dure. Hop.
Bonjour, merci pour ces échanges. J'ai des questions sur notamment les personnes qui n'ont jamais marché. Est-ce que c'est des choses qui peuvent marcher avec elles, sachant qu'il n'y a peut-être pas d'activité nerveuse? Et une question qui est liée à ça, c'est le lien avec les prothèses. Est-ce que vous en avez directement? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Alors je vais répondre, c'est deux questions un petit peu différentes. Donc pour les personnes qui n'ont jamais marché, alors aujourd'hui, je ne peux pas répondre parce que les essais cliniques qu'on a réalisés ont été réalisés sur des patients qui ont eu une section de la moelle épinière, c'est-à-dire suite à un accident. C'est ça qu'il faut voir. Donc c'est des patients qui ont le souvenir de ce que c'est un mouvement. D'ailleurs, quand on leur demande de réaliser une tâche, on leur dit essaye de marcher comme si tu marchais avant, par exemple, ton accident. Donc c'est ça qu'on leur demande. Et c'est ça. Et après, c'est l'activité cérébrale correspondante à ce mouvement de marche qu'on vient capter et décoder. Donc voilà, donc ça, mais peut-être qu'on pourrait imaginer ça, mais aujourd'hui on l'a pas pu le tester, donc je ne peux pas répondre. Concernant l'utilisation des prothèses, et en particulier votre question, c'est est-ce qu'on est capable de contrôler par exemple une prothèse de bras, de main, directement à partir de l'activité cérébrale? Alors je peux y répondre, mais on ne l'a pas fait. Mais par contre, ce qu'on a montré, c'est qu'on est capable de contrôler par exemple un bras robotisé pour attraper des objets, etc. L'utilisation de cette technologie d'interface cerveau-machine avec des patients amputés en particulier, il faut s'assurer que la capacité de l'interface cerveau-machine est aussi performante, par exemple, qu'aujourd'hui les prothèses sont utilisées avec des contrôles myographiques, c'est-à-dire on vient mesurer l'activité des muscles directement pour arriver à contrôler des prothèses, et aujourd'hui ça marche très bien pour les prothèses. Donc en fait, il faut regarder aussi ce ratio et quel est l'intérêt de l'interface cerveau-machine par rapport à peut-être un autre type de contrôle comme le contrôle myographique. Voilà. Alors, je vais venir. À l'inverse, on peut imaginer demain, si justement vous parliez du toucher, pardon, oui, qu'il y ait un retour aussi des personnes pour sentir qu'il n'y ait pas simplement une information qui descende mais qui remonte. Alors ça, je réponds rapidement, mais donc du coup effectivement c'est important, c'est le retour sensitif. Aujourd'hui, le seul retour que le patient a, c'est visuel. Il voit ses jambes bouger et il adapte son mouvement. Et donc, c'est tout l'enjeu aussi des prochaines années. C'est le développement de nouvelles générations d'implants qui permet de stimuler directement le cortex, et en particulier le cortex sensorimoteur, pour renvoyer une sensation directement au patient, ce qui permettrait aussi d'améliorer le contrôle des interfaces sans machine. Voilà. Donc, je voudrais revenir sur la question sur la sécurité. Donc, vous avez évoqué le risque que le hacker vole l'implant et puis essaye d'aller aux infos dans l'implant. Et je voudrais demander, est-ce que ce risque il est tellement présent que l'implant qui est à l'intérieur du corps soit volé? Comment pourrait-il partir dans les mains du hacker? Merci. Alors, on va le piratage de peut-être ST. Ouais, c'est ça, on va peut-être répondre à deux rapidement. En fait, ce qu'on a pu dire par rapport au hacking, c'était simplement que des personnes pouvaient prendre à distance et récupérer les données qui sortent de l'implant, ou prendre à distance le contrôle de l'implant par communication sans fil. Et donc c'est important de sécuriser la partie communication sans fil avec les implants, et c'est, je pense, tout le travail qui est fait chez ST aujourd'hui. C'est ça, tout objet RF, tout objet avec une communication sans fil, en fait on peut entendre cette communication sans fil, on peut l'analyser, on peut l'extraire. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de l'avoir encodé, encrypté, sous des procédés qui permettent de le rendre non décryptable par le hacker. Donc c'est vraiment ce qu'on fait avec des procédés d'encryption plutôt évolués à base de courbes elliptiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques. L'autre aspect aussi, on parlait d'implants qui sont vraiment dans le corps humain, mais par exemple si on prend cet objet médical qui est posé sur le corps humain, là quelqu'un peut juste approcher et écouter même les champs électriques du produit et en déduire des choses. Donc tout l'enjeu, c'est d'avoir un produit dont la signature électromagnétique ou la signature électrique soit non exploitable aussi. Donc ce sont des enjeux, c'est là où arrive dès le développement de réussir à avoir ce masquage ou cette protection qui arrive pour protéger au moins les données essentielles. Stécie, c'est une des problématique ou un des points d'intérêt, en tout cas le premier de vos clients?
Oui, et en fait, moi, je voulais rebondir là-dessus, parce que là, on parle du coup des puces, etc. Et en fait, mais c'est plus largement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut réussir à sécuriser le workflow complet. Donc, c'est-à-dire de la donnée vraiment à l'aspect de l'API, à l'aspect des utilisateurs, etc. En fonction du DM sur lequel on travaille. Mais c'est vraiment l'objectif de vraiment sécuriser tout ça, c'est faire des audits pour anticiper potentiellement les attaques éventuelles. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place autour pour vraiment sécuriser au maximum l'ensemble de la chaîne. Vous dites que c'est l'objectif, pardon, moi en simple humain, et on parle d'humain depuis tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit un objectif, il faut que ce soit réalisé. Alors on ne s'imagine pas qu'ils se mettent à être pilotés par une machine, mais la science-fiction est là, ce n'est pas un objectif, c'est une réalité, la sécurité. Bien entendu, c'est essentiel. Même plus largement, quand on va développer un dispositif médical, l'objectif c'est de penser dès le début, dès les premiers éléments de conception, penser directement à tous ces éléments-là. On pense à la cybersécurité, mais on pense tout simplement aussi à la sécurité des patients, sécurité d'implantation, etc. Il y a énormément d'éléments et c'est important de le penser dès le début pour qu'on puisse ensuite, quelques années plus tard, voire même 7 ans plus tard, passer l'ensemble des tests réglementaires qui assurent justement cette sécurité pour le patient. Mais bien entendu, les autorisations sont données par les autorités réglementaires en s'assurant des conditions de sécurité optimales pour les patients. Et c'est comme tu as dit, la priorité. Ouais. Merci beaucoup. Et oui, juste pour conclure, le domaine du médical, c'est un domaine où il y a énormément de hacking. On voit à quel point les hôpitaux sont attaqués. Donc c'est vraiment à tout de flow. Je rejoins tout à fait Stécie, c'est tout le flow qu'il faut vraiment protéger pour sécuriser nos données et sécuriser les traitements. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Guillaume, merci Stécie, merci Corinne d'être avec nous ce matin. Et puis bonne journée sur Tech Fest.